Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence dans le cadre du sixième colloque de crise, conférence dans laquelle on va discuter avec Caroline Andion sur la présentation qui était disponible et qui va être disponible encore. Quelle est la place pour l'innovation sociale dans un monde post-Covid? Les points de vue du Sud. Et avant de commencer, je veux tout d'abord remercier au comité organisateur de m'avoir invité à animer cette conférence. Il est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici et à part de travailler dans les crises, de voir l'importance des travaux qui sont menés, ça fait des décennies. Et c'est aussi un honneur parce que j'aime beaucoup le travail que Caroline fait et dans l'Observatoire à Florianopolis et dans ses équipes de recherche. Avant de présenter Carolina, j'ai quelques informations concernant l'organisation de notre discussion aujourd'hui. Et tout d'abord, Carolina, il va faire un rappel, une présentation de 10 minutes en revenant sur quelques éléments de la présentation qui était disponible. Oui, comme nous sommes en mode webinaire, vous pouvez intervenir avec vos commentaires, vos questions sous le fil de discussion. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, il faut les mettre sous le fil de discussion, il faut les écrire. Marie, qui est étudiante plus, qui est ici avec nous, il va nous passer les questions et moi, je vais les transmettre à Carolina. Nous avons jusqu'à 10h15 pour nos échanges, pour faire une belle discussion. Et l'objectif, c'est de faire une grande place aux discussions, aux échanges entre nous. Et un rappel important, s'il vous plaît, pour tous les participants et participantes aujourd'hui dans la conférence, cette conférence va être enregistrée et va être diffusée sur la plateforme conférence jusqu'au 30 avril 2021. Avec cela, je suis prête pour présenter Carolina. Et Caroline Andion est des professeurs au département d'administration publique et des études supérieures en administration du Centre des sciences administratives et socio-économiques de l'Université de Santa Catarina au Brésil. Elle est responsable du Centre de recherche sur les innovations sociales dans les sphères publiques et en plus coordonnatrice de l'Observatoire de l'innovation sociale à Florianopolis. Et Carolina travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la société civile, de l'innovation sociale au Brésil, et elle est auteure de plusieurs publications nationales et internationales sur le sujet. Elle est membre aussi du International Society for Third Sector Research et de l'association Pragmata. Concernant ses intérêts de recherche actuels, il porte sur la société civile, sur l'innovation sociale dans les sphères publiques, l'expérimentation démocratique, la gouvernance collaborative des écosystèmes d'innovation sociale et les villes, le développement territorial durable, ainsi que l'épistémologie et la sociologie des sciences de l'administration publique. Et avec cela, j'invite donc à Carolina à partager 10 minutes avec nous. Merci beaucoup, Carolina. Bienvenue. Ton micro est fermé. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Sonia. Je voudrais premièrement remercier les organisateurs du colloque de crise et de dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici en ouvrant ce colloque auquel j'ai participé dès les premières éditions. Je voudrais aussi dire bonjour et saluer tout le monde qui nous entend en ce moment et dire que c'est aussi un honneur pour moi d'être là avec Sonia Tello, qui est une amie, une personne qui on discute et on travaille depuis plusieurs années déjà sur le domaine de l'innovation sociale. En fait, comme disait Sonia, je vais faire en 10 minutes un résumé de ma conférence qui avait pour but d'explorer et d'aborder les rôles des innovations sociales face aux défis socio-environnementaux contemporains, surtout en tenant compte de la pandémie COVID-19
avec un regard des pays du Sud. Je vous parle de Florianópolis, au sud du Brésil. Je suis professeure, comme Sonia dit, de l'Université d'État de Santa Catarina. Et donc, je vais vous parler de ces endroits, de ces lieux-là, qui c'est d'être dans un pays périphérique et qui a une des pires gouvernances de la crise, comme vous savez. Donc, j'ai commencé en parlant des rapports entre l'innovation sociale et la durabilité des villes, en prenant en compte l'importance de cet agenda de recherche dans les domaines de l'innovation sociale, parce que face aux problèmes publics contemporains complexes et robustes, il est nécessaire de repenser comment y répondre, c'est-à-dire de revoir les formes traditionnelles de gouvernance. Dans des situations comme celle-ci, perturbatrices, caractérisées par l'imprévisibilité, l'incertitude, il ne suffit pas que le gouvernement réagisse de manière planifiée, efficace et technique sur la base d'une logique bureaucratique. En fait, compte tenu de la robustesse des problèmes publics que nous enfrontons aujourd'hui, c'est très important de promouvoir une gouvernance collaborative, intersectorielle, et qui pense surtout à la question de l'expérimentation, de l'adaptation continue. Cela signifie une gouvernance qui facilite et soutient un ajustement continu, adaptatif, flexible des innovations sociales et l'émergence de nouvelles options et réponses aux problèmes publics complexes rencontrés au niveau local. Telle situation est encore plus urgente si on regarde la réalité des pays du Sud, où il y a de profondes inégalités sociales et un déficit historique en termes de garantie et d'universalisation des droits fondamentaux. Toutes ces questions influencient fortement les domaines scientifiques et pratiques des innovations sociales qui doivent être pensées et aussi pratiquées d'autres formes, autrement. Cependant, si nous analysons des études récentes sur l'innovation sociale, nous remarquons encore plusieurs lacunes dans ces débats. Premièrement, il est évident qu'il y a peu de dialogue, peu ou pas de dialogue entre cette littérature d'innovation sociale et les études, surtout dans les domaines de la sociologie et de la science politique, qui traitent traditionnellement de la question de l'action collective et de la gouvernance publique. C'est fait que la dimension politique de l'innovation sociale, c'est-à-dire l'effet des innovations sociales sur les sphères publiques, sur les politiques publiques et sur la gouvernance, sont peu explorées dans ces études. Donc, on voit, si on regarde la littérature plus récente, on voit un domaine d'études produites dans la réalité des pays du Nord, avec une forte concentration géographique, linguistique et d'auteurs, surtout dans les pays de langue anglaise. Cela mène quelques auteurs même à marquer qu'il y a encore il faut une plus grande maturité théorique et analytique pour faire avancer la compréhension du phénomène de l'innovation sociale. En fait, l'approche managériale, fonctionnaliste et économiciste est encore prédominante dans beaucoup d'études. Cela dit, on voit qu'on peut percevoir une sorte de polarisation des perspectives analytiques. D'un côté, on voit une perspective plus évolutionniste, néo-schumpeterienne, qui mise sur le rôle de l'entrepreneur social, des entreprises sociales, et d'un autre côté, une perspective plus institutionnaliste et critique qui va miser l'importance des transformations sociales plus larges. Sans négliger l'importance de telles perspectives, de telles discussions, il me semble que pour faire avancer les programmes de recherche ainsi que les pratiques des innovations sociales, il est nécessaire de surmonter cette dichotomie en voyant les possibilités de dialogue entre ces traditions analytiques et de celles-ci avec d'autres approches,
afin de prendre en compte la pluralité des expériences et des pratiques des innovations sociales, et n'est pas seulement se concentrer sur la conceptualisation ou la définition de l'innovation sociale. En privilégiant des approches normatives, fonctionnalistes, on laisse peu de place à la pluralité des expériences réelles. Et les débats scientifiques, on voit qu'ils explorent peu comment cette innovation sociale se produit ou ne se produit pas dans des réalités différentes, ainsi que les conséquences de ces innovations sociales sur la gouvernance publique. Donc, c'est dans cette perspective plus large de penser une pluralité épistémologique, méthodologique, ainsi que théorique au domaine de l'innovation sociale que nous parlons. Et la deuxième moitié de ma conférence, j'ai exploré un peu les possibilités objectives dans des pays du Sud de contribuer à cette discussion, parce que pour nous, Regard du Sud peut apporter des contributions pour faire avancer l'agenda de recherche, notamment en permettant de mieux comprendre ses potentiels et ses limites dans la promotion des transformations sociales, mais aussi ce qui peut aider ou entraver, obstaculiser la promotion de l'innovation dans ces pays du Sud. C'est dans ce sens que nous travaillons au Brésil depuis 10 ans au Centre de recherche sur les innovations sociales dans la sphère publique, comme Sonia a parlé au début, pour faire avancer un programme de recherche sur les effets, sur les conséquences des innovations sociales en réponse aux problèmes publics des villes. Donc, j'ai concentré la seconde moitié de mon exposé à montrer un peu cette approche. J'ai parlé de la création de l'Observatoire d'innovation sociale de Florianópolis, qui a été implanté en 2017 ici, à la ville de Florianópolis, au Brésil. L'Observatoire consiste en un projet de recherche qui s'articule avec les transferts et l'enseignement et se matérialise par le biais d'une plateforme collaborative en ligne que je vais vous montrer très vite ici. Je vais montrer mon écran pour que vous puissiez voir très vite la plateforme. Sonia, tu vois? Vous voyez mon écran? Oui? Oui, on le voit bien. Oui, c'est parfait. parfait. Donc, vous voyez ici les observafloripa.com.br. Vous pouvez entrer et voir. En fait, le but de la plateforme, c'est de faire la cartographie de l'écosystème d'innovation sociale de Florianópolis. Vous pouvez voir que nous faisons une cartographie des initiatives d'innovation sociale qui sont en rouge et jaune, ainsi que les institutions de support à ces initiatives, c'est-à-dire les financements, l'appui technique, la question de la recherche, etc. Mais plus que faire cette cartographie des initiatives, notre but, c'est d'essayer de renforcer les processus Excusez-moi, je vais essayer de définir ma présentation pour que je puisse continuer. Là, j'ai perdu les zooms. Je vais essayer de retourner. Pardon. D'accord. Donc, je suis là. Donc, notre but, plutôt que faire la cartographie de ces réseaux, c'est de comprendre ces interactions et par le biais de la plateforme, mais aussi à favoriser les processus d'enquête publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de renforcer les processus de co-construction de connaissances parmi ces communautés de pratiques à partir de l'identification et renforcement des laboratoires vivants d'innovation sociale déjà existants dans les arénas publics de la ville. Donc, il s'agit en fait de mettre en pratique une perspective qu'on appelle de expérimentaliste ou design expérimentaliste qui mise sur certains points. Premièrement, se concentre sur les expériences réelles et vécues
et non pas sur celles produites dans les laboratoires intramuros de l'université, qui favorise aussi l'interaction entre les sujets et l'objet et son importance dans la recherche, en valorisant et en prenant au sérieux les justifications, les savoirs et les pratiques des acteurs au terrain, qui prennent en compte les multiples formes de liens, causation, des mesures, des épreuves, des controverses, des conflits, en particulier les métriques développées par les sujets eux-mêmes, qui sont considérés aussi des expérimentateurs, qui accordent une place à l'erreur, qui accordent une place à l'apprentissage, à la formulation et à la reformulation d'hypothèses, et aussi qui met en discussion les résultats des recherches et essaye de valider ces résultats avec les communautés de pratique qui sont insérées dans la recherche, qui favorise une excavation théorique et un artisanat méthodologique, comme on dit, avec un dialogue et une triangulation de différentes approches et de méthodologies de recherche qualitatives et quantitatives. E privilegia uma ideia de ecologie politique de l'innovation sociale, c'est-à-dire que l'innovation sociale est promue à partir des relations, des interactions, et pas dans un idéal d'universalisation et de padronisation. Donc, c'est ça. Nous croyons que cette exploration de la dynamique qu'on appelle expérimentation démocratique, inspirée sur quelques auteurs pragmatistes contemporains, qui après, on peut explorer dans notre débat, peut fournir des pistes théoriques et analytiques importantes pour comprendre comment la démocratie peut être renforcée ou non par l'innovation sociale, et on croit qu'on peut expérimenter ça aussi dans des pays où on n'a pas une démocratie très forte et qu'on expérimente et on essaye vraiment de faire la démocratie un exercice réel et pas seulement une utopie ou un régime normatif. Donc, cette étude, on vise à contribuer à ce que les sujets eux-mêmes reproduisent une meilleure compréhension des conséquences de leurs actions et sur les politiques publiques dans la municipalité, et à permettre un dialogue, une interlocution entre ces différents acteurs qui forment les écosystèmes d'innovation sociale dans la ville, en favorisant des processus de gouvernance plus collaboratifs et plus expérimentalistes, ainsi que faire avancer les débats scientifiques sur l'interface entre les innovations sociales et l'action publique, mettant en évidence la contribution de ces expérimentations démocratiques pour renforcer des villes plus durables, justes et équitables. Les résultats, pour nous, on espère que ça peut contribuer non seulement pour Florianópolis et pour comprendre la réalité de Florianópolis, mais aussi au Brésil et au Pays du Sud, ainsi que faire avancer l'agenda de recherche internationale sur les sujets, parce que pour nous, ces regards dessus a des choses à dire à ces sujets, et surtout maintenant, face à ces défis socio-environnementaux complexes auxquels nous sommes confrontés et à ce qui nous attend post-pandémie. Donc, c'est ça. Je vous remercie immensement et je suis disponible pour la discussion et très curieuse pour voir les questions et aussi qu'est-ce que tout ça suscite en vous et si ça fait du sens ou pas pour vous. Merci beaucoup. Sonia, c'est à vous. Merci, Carolina. Merci encore. Merci pour ta présentation, mais merci aussi pour ces rappels, ces courts rappels sur ce que tu avais préparé pour nous. Et comme tous les signalent, les débats sur les innovations sociales est encore dominé par les études des réalités ici au Pays du Nord, et avec une forte concentration, et ça tu le signales dans ta présentation qui était disponible, dans une concentration géographique très, très élevée d'auteurs et d'institutions ici, dans les pays du Nord. Donc, le dialogue sur les sujets, sur les innovations sociales entre le Nord et le Sud s'avère plus, c'est nécessaire, c'est indispensable.
et mettre en évidence les pratiques d'innovation provenant du Sud et ne fait qu'alimenter la réflexion sur ces innovations transformatrices. Et pas juste transformatrices, mais c'est intéressant sur la démocratie dans la pratique, pas juste la démocratie dans l'abstrait. Concernant ta présentation, moi, je me suis posé plusieurs questions en fait. J'ai noté mes questions pour pouvoir les poser. Mais avant de les faire, je vais passer aux questions qui commencent à apparaître dans l'écran. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'on est dans le mode de webinaire. Donc, il faut écrire vos questions, commentaires sur le chat et nous, on va les transmettre à Carolina. Vous pouvez les faire en français, vous pouvez les faire en anglais. Si vous désirez aussi, vous pouvez poser vos questions en portugais ou en espagnol et nous, on va les transmettre en français à Carolina. Donc, je commence. La première question, c'est Dani Camus. Et les pouvoirs publics de la ville participent-elles aux expérimentations démocratiques que vous étudiez? Est-ce que ce sont des élus municipaux, des fonctionnaires municipaux? Sont-ils faciles à mobiliser pour participer? Comment y arriver? Et je vous remercie aussi pour la conférence. Merci Annie pour la question et aussi pour l'interlocution dans cette conférence parce qu'on avait discuté beaucoup pour préparer les textes et tout ça. Donc Annie, c'est un très important partenaire de recherche et d'investigation. Annie, en fait, cette question c'est très important parce qu'on ne considère pas que les pouvoirs publics soient une chose monolithique. Et en fait, quand on pense pouvoir public, on pense une représentation institutionnelle. Mais les pouvoirs publics sont encore des personnes aussi. Ils sont des différentes. Il y a cette pluralité, ainsi comme on a une pluralité dans le domaine de l'innovation sociale, dans le domaine de l'administration publique aussi, on a une pluralité d'expériences, des personnes et des vécus. Donc, pour nous, oui, c'est très important cette articulation avec les pouvoirs publics. Mais cette mobilisation, comment on peut dire, engagement, c'est pas le même. Si on parle des élus, du législatif, par exemple, les élus du exécutif, les maires, si on parle aussi des fonctionnaires publics. Donc, c'est sûr que notre interlocution, c'est plus facile avec les fonctionnaires publics, les gens qui sont là, qui sont des techniques, qui sont des experts, qui sont des gens qui soutiennent la politique, qui continuent après le gouvernement qui est là. Et c'est plus difficile, bien sûr, avec les élus, surtout dans ces moments-là, parce que dans la ville, on a un gouvernement qui a une politique un peu, je dirais, un peu conservatrice, pour dire très tranquillement, et qui ne veulent pas discuter avec la société civile, était réfractaire à ces dialogues. Et c'est quelqu'un aussi qui a des pratiques très conservatrices au niveau de la politique, je dirais paternaliste, clientéliste. Donc, c'est très difficile d'établir un dialogue plus formel, institutionnel à ce niveau-là. Mais de toute façon, la mairie est partenaire de l'observatoire. Mais au niveau des fonctionnaires publics, comment on dit, la bureaucratie, les gens qui travaillent dans le pouvoir public, on a tout un engagement, un investissement dans les projets et aussi, ils sont très intéressés pour les conclusions de la recherche. J'utilise beaucoup les résultats de la recherche et ça improuve on voit qu'il y a un investissement dans les politiques publiques de la ville à cause de ces recherches qui sont produites. Donc, ça donne beaucoup de force pour la recherche et aussi pour cette intégration entre les acteurs. Ils se comprennent beaucoup comme un réseau. Et ça renforce cette idée que la gouvernance, ce n'est pas seulement les pouvoirs institués, ce n'est pas seulement la mairie, mais c'est cette action publique vivante. Et ça, on
on pense qu'on réussit beaucoup de renforcer. Mais c'est très difficile cette articulation, surtout dans un moment, comme vous savez, nous sommes avec un gouvernement fédéral aussi qui est très conservateur, qui est très, qui n'a pas beaucoup ne valorise pas les droits humains, ne valorise pas la démocratie, au contraire, c'est très autoritaire. Ici, c'est comme on dit, malheureusement, dans la ville de Florianópolis aussi, on a ces politiques reproduites. Mais on essaye toujours de faire un contrepoids. Et comme vous savez, c'est pas toujours, la réalité, c'est pas toujours noir. Donc, et c'est bon, parce que là, ça donne un peu d'espoir. Merci Carolina, merci pour tes réponses, pour ton commentaire. Et c'est une question que moi, je me suis posée aussi, et pas juste dans les cadres de colloques, mais même en discutant dans d'autres espaces avec des collègues et des militants. Comment arriver à arriver loin? Et est-ce que on est dans ce moment où les innovations sont affaiblies, le pouvoir d'arriver au changement est affaibli? Donc, je pense que c'est une discussion très, très longue. Et plutôt que de me donner des réponses, moi, je vois une deuxième question ici, c'est de Gustavo Costa de Souza. Il nous salue, bonjour. Félicitations pour l'exposition, Carolina. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous faire pour stimuler les innovations sociales dans des petites municipalités de l'intérieur du pays? L'université peut-elle jouer un rôle dans la promotion de l'associativisme et de la participation sociale où son travail se limite à la recherche? Merci, Gustavo. Merci, Gustavo. Bien sûr, c'est très important cette question et on a même un étudiant de doctorat qui fait sa thèse sur ce sujet. Et le titre de la thèse, c'est dans les rurales, il y a innovation sociale. Parce que normalement, dans les milieux ruraux, on associe toujours les rurales à les non-changements, à les retards, que les choses ne se modernisent pas, il n'y a pas d'innovation dans les rurales. Et c'est exactement le contraire. Quand on voit les défis socio-environnementaux qu'on affronte aujourd'hui, comme on a dit dans les débuts de ces colloques, que j'ai trouvé tellement important pour moi, symbolique d'avoir des femmes, né? Des femmes, ou noirs aussi, des gens qui sont dans les postes de l'université stratégiques, mais on voit cette pluralité au Québec. C'est toujours une chose qui enchante à nous, des pays qui ne sont pas très démocratiques, de voir cette pluralité exprimée, non? Mais seulement en parenthèse. Donc, ils ont parlé de ça, l'importance de ces défis, de penser la pandémie, mais de penser aussi la crise écologique, parce que, comme dit Latour, la pandémie, c'est une sorte d'entraînement pour notre changement de vie. Et dans les zones rurales, dans les zones qui n'ont pas encore cet style de développement qui produit aussi des conséquences très indésirables, on peut penser d'autres styles de développement. Et oui, l'université a un but très important. Ce n'est pas seulement de faire la recherche, comme j'avais dit, j'ai mis beaucoup de lumière sur ça, l'importance des méthodologies qui sont des méthodologies d'intervention et d'action avec les gens. Et cette idée de faire une science citoyenne, de faire une science en action. Ce n'est pas une science qui se produit dans les laboratoires de l'université, mais qui se produit avec les gens. Et que les gens sont aussi des expérimentateurs. Et ça change beaucoup les choses, parce que c'est aussi de regarder dans une place où on voyait seulement de la pauvreté, des inégalités, et on commence à voir qu'il y a de la richesse. Mais c'est une autre richesse. C'est une richesse qu'on ne donne pas la valeur, parce que notre civilisation, c'est une civilisation misée sur le matériel, sur les choses qui, exactement, cette idée de richesse
de richesse, c'est une idée de richesse liée à d'autres valeurs. Et c'est ça, je pense que ces expérimentations au monde rural ont la possibilité objective de nous montrer d'autres valeurs. C'est ça. Parce qu'on pourrait parler beaucoup sur ça. Merci beaucoup encore. Avant de passer à la question suivante, que c'est de Juan-Luis Klein, il a un petit salut d'André Joyal. Bonjour Carolina, des années après notre rencontre prise, dont je te passe le salut. Et sinon, la question de Juan-Luis. Que pensez-vous des nouvelles reivindications liées aux aspirations des groupes culturels spécifiques, des genres, los pueblos originarios, entre autres, qui émergent en Amérique latine et Amérique du Sud et qui se donnent à voir dans des mouvements sociaux massifs qui articulent les actions collectives traditionnelles et des formes d'action violentes? Je pense aux événements du Chili depuis octobre 2019. Très bonne question, Juan-Louis. C'est un plaisir d'être avec vous, aussi André Joyal, tout le monde. Je ne regarde pas la plateforme parce que je suis dans le Zoom, mais c'est fantastique cette technologie qui nous met en contact et c'est comme si j'étais au Québec aujourd'hui. Je suis très, très contente. En fait, c'est une question très importante. J'ai parlé de ça dans ma conférence, mais je n'ai pas le temps de l'approfondir ici. C'est pour moi, on a une tradition en Amérique latine, et Sonia peut parler de ça aussi au Pérou. On a une tradition de ces connaissances, de ces savoirs des peuples autochtones qu'on ne donne pas aussi valeur, non? Donc, les indigènes, les quilomboles, les peuples afro en Brésil, les peuples noirs, en fait. On a vraiment une richesse incroyable de pratiques et de savoirs qui sont des innovations sociales, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, en Sud, on a une tradition d'innovation sociale qui est dès le début. Au Brésil, quand nous sommes rencontrés les Indiens avec les Portugais, ça a commencé notre processus de revendiquer, de résister, comment on peut dire, de revendiquer les droits d'existence. Et ça, pour moi, c'est très important pour l'innovation sociale. La pluralité, la diversité, la multiplicité des modes d'existence, ça fait une importante ressource pour promouvoir l'innovation sociale. Et c'est sûr que, quelquefois, ces rencontres des mondes, comme dit Boltanski Thévenot, c'est une rencontre des mondes qui n'est pas facile, qui est conflictuelle et même, quelquefois, c'est violent. Et on voit ça au Brésil, on voit ça en Amérique latine. C'est sûr qu'il y a au Brésil cette mythe comme on dit, les Brésiliens, c'est cordial, que ça vient de Sérgio Buarque de Holanda, mais ce n'est pas ce sens-là qu'il voulait donner au homme cordial, femme cordiale. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, parce qu'il y a des conflits, des questions historiques qui sont là, comme la question du racisme structurel au Brésil, qui aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient avec une force énorme et qui nous met sur des controverses qui sont des controverses, d'un côté, très difficiles à affronter, mais de l'autre côté, ça donne des possibilités, des potentialités de changement incroyables, de construction de nouvelles valeurs humaines et de nouvelles valeurs économiques aussi. Donc, je pense que miser sur ces savoirs originaires, ces traditions, ces trajectoires, comme on dit, longues des problématiques publiques, c'est très important pour penser l'innovation sociale dans les pays du Sud. Et pas seulement dans les pays du Sud, je pense dans le monde. Parce qu'en fait, on a comment on peut dire, il faut regarder l'histoire pour voir combien de choses on doit resgater, n'est-ce pas, dans ce processus. Pour innover, il ne faut pas laisser les traditions.
il faut penser les traditions et qu'est-ce qu'on a fait dans ces chemins. Donc, je pense que c'est quelque chose de très intéressant à approfondir dans nos études. Mais avant de passer à la question suivante de Christine João, juste te passer le message de Gustavo Costa de Souza, qui te remercie. Et sinon, Christine João, et dit bonjour, professeure Sonia Carolina, et merci pour l'exposition et pour l'étude. J'étudie 12 initiatives sociales à São Paulo et je ne perçois pas d'alliance avec les pouvoirs publics. Au contraire, je perçois la résistance comme position politique. Dans ce cas, est-il possible d'encourager une alliance? De quelle manière? Merci. Je suis très, très intéressante cette question parce que quand on pense l'interaction État, société civile et État, innovation sociale, comme j'ai dit, cette approche fonctionnaliste, en fait, c'est une tradition qu'on a de penser ces relations à partir d'une logique de partenariat. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout à fait le cas dans plusieurs réalités. Et même au Brésil, si on va à notre trajectoire de la société civile s'y projette dès les périodes de la colonisation par la résistance. C'est une question de résister et exister. Donc, on ne peut pas dire que c'est les rapports qui est plus commun, qui est plus naturel, c'est les partenariats. Au contraire, ce n'est pas naturel du tout. Donc, je pense que la question, c'est de changer notre vision par rapport à ces interactions socio-estatales, on dit, entre société et État. Et ces rapports, ils ne sont pas seulement des rapports de partenariat. Ils sont des rapports différents. Et ces rapports changent dans le temps, changent dans les circonstances, ils changent dans la réalité. Et dans mes recherches, je parle un peu de mes recherches sur les politiques publiques, sur l'innovation sociale dans la politique publique, je peux vous assurer que l'innovation sociale, elle émerge plutôt du conflit et de la résistance que du partenariat. Normalement, les partenariats, je ne fais pas, comme on dit, le plaidoyer du conflit, c'est pas ça, du tout. Mais je te dis que les situations de rencontres, c'est toujours des situations d'épreuve, des situations qui mettent les gens un peu hors du confort. Et quand on parle de partenariat, normalement, ce sont des situations d'ajustement, que l'engagement est là, et c'est une situation de régularité. Donc, normalement, quand on voit l'innovation sociale, elle se produit aussi dans ces rencontres et dans des situations problématiques. Et dans les situations problématiques, normalement, on a aussi des conflits, des confrontations, des résistances. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Hein? Et c'est sûr qu'on peut changer ces rapports. On peut avoir des situations, des conflits, des résistances, et cela va produire un changement après aussi dans ces relations. Il va produire une alliance, un partenariat qui va produire aussi des choses plus institutionnelles au niveau de la politique. Mais dans notre cas, comme on dit, c'est très différent la réalité quand on parle de politique publique d'État au nord et au sud. Et j'ai vécu au Québec, j'ai vécu en France. Et on a une société très institutionnalisée. Tout se passe par la norme, par l'institution, par la formalisation. Au Brésil, on a une formalité, mais en fait, on est totalement hors. La majorité de la population est totalement hors de la comment on peut dire, de cet état normalisé, bureaucratique. Cet état n'est pas là pour plusieurs personnes. Donc, on ne peut pas dire que ça va s'y poser seulement au niveau institutionnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des expérimentations qui sont hors de l'institutionnel. Mais c'est sûr que c'est un processus.
Et ces rapports, c'est toujours là, entre innovation et institution. Et on doit bien sûr miser sur les changements institutionnels. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est ça qu'on doit étudier plus, je pense. On doit étudier ces processus. C'est pour ça que je dis l'expérimentation démocratique. C'est un exercice, toujours, de faire l'institutionnalisation, dessiner l'institutionnel. C'est un processus, c'est un travail quotidien dans ma vision. C'est ça. Je ne sais pas si mon français est bon, Sonia. Ah, c'est très bon, oui, c'est très bon, Carolina. Parfait. Donc, pas oublier ton français du tout. Et avant de passer à la question d'André Joyal, et Juan-Luis Klein te dit obrigado. Et sinon, André et Carolina, j'aimerais que tu nous donnes deux exemples d'innovation qui fonctionnent à Florianopolis, où je ne suis jamais allée. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionne? On peut discuter. Mais une chose importante, André, est que pour nous, la question de l'innovation sociale, l'innovation sociale n'est pas quelque chose qui est isolé, qui se produit d'une forme isolée de ces réseaux d'interaction. Donc, pour nous, nous faisons le suivi de ces processus dans ce qu'on appelle les arènes publiques. Qu'est-ce que sont les arènes publiques? Ce sont des espaces publics où les politiques publiques sont discutées, sont publicisées, les gens agissent sur les problèmes et ils font avancer l'agenda politique sur les sujets. Donc, je peux te donner un exemple dans les domaines de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qui s'est passé ici à Florianopolis? Et je vais te donner un exemple très clair de la pandémie. Vous savez, avec la pandémie, on a un appauvrissement de la population brésilienne incroyable. Toutes les choses qu'on a construites pendant le gouvernement Lula au niveau de la sécurité alimentaire sont en train de s'effondrer. Et même à Florianopolis, qui c'est une ville riche, je vais donner des données pour vous. On a, par exemple, aujourd'hui, 1 sur 5 enfants et adolescents de la ville sont sous des situations de pauvreté. Ça veut dire de gagner moins qu'un salaire minimum par mois, la famille. Donc, on a beaucoup de familles à Florianopolis. Et quand la pandémie est arrivée, ça a vraiment fait des dégâts incroyables. Les gens vraiment n'ont pas à manger. Et c'est la nourriture ici, c'est la plus chère du Brésil. C'est une ville touristique, c'est une ville riche, et tout ici, c'est très cher. Et l'inflation au Brésil surmonte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand la pandémie est arrivée dans la ville? On a vu que la société civile s'est engagée dans plusieurs formes de mobilisation. Et une des mobilisations plus intéressantes, c'est de l'agriculture familiale. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont créé des cuisines collectives dans plusieurs quartiers de la ville. Ils ont créé, mais c'est possible pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un réseau de production agroécologique, il y avait déjà un réseau social, d'interaction sociale entre les gens qui sont liés à la question environnementale, etc. Et ces réseaux-là s'organisaient premièrement pour produire. Donc, il y a plusieurs hortes communautaires dans la ville qui produisent des aliments agroécologiques. Ces aliments sont processés dans ces cuisines collectives. Il y a plusieurs projets aussi qui lient les peuples originaires, par exemple les Indiens qui habitent dans la région métropolitaine, et les gens de la ville, les agriculteurs familiales et les gens de la ville. Donc, il y a des cestas, des produits qu'ils organisent, ils amènent dans les maisons des gens. Il y a aussi tout un mouvement pour
faire diffuser ces innovations au niveau législatif. Donc, ça produit, selon l'histoire, mais une personne, un jeune politique qui s'appelle Marquito, et aujourd'hui, il est élu dans le législatif de la ville. Il a promu, avec bien sûr ces réseaux-là, plusieurs lois pour promouvoir la question de le travail sur les résidus de domicile, les résidus organiques. Donc, on a aujourd'hui une législation très intéressante dans la ville pour faire la recompostage, etc. Il y a tout un travail aussi de valoriser l'agriculture organique, l'agriculture surtout agroécologique, dans la région métropolitaine. Donc, c'est pour dire que, pour nous, la question de l'innovation sociale qui fonctionne, c'est l'innovation sociale qui promouvoit ces interactions et, au promouvoir ces interactions, on a une diversité de pratiques qui vont produire conséquences positives et aussi des conséquences sur la politique. Et on voit que ça change les paysages de la ville. Donc, aujourd'hui, on a une ville qui on va dans des quartiers, on voit qu'il y a une communauté qui travaille sur la terre, qui a des jardins communautaires, jardins partagés, etc. Donc, on voit que ça change vraiment le paysage de la ville. Et pour nous, c'est ça l'innovation sociale qui fonctionne. Et on essaye de voir ça dans les temps, parce qu'on croit que cette innovation sociale qui fonctionne, ce n'est pas comme un champignon qui naît comme ça. Non, il vient c'est comme un rhizome, comme dit Latour. C'est comme un rhizome qui se développe et quand on voit, il n'a pas retour, il n'a pas point de retour parce que c'est déjà tellement développé, c'est tellement enraciné que ce n'est pas possible de retourner. Donc, c'est un peu ça. Dans des innovations qui se construisent au long du temps et qui Exactement. s'accumulent. Et avant de passer à la question suivante, Cristina João te dit perfeito, professora, muito obrigado, merci beaucoup. Et la question sinon de Rousier Metellus, est-ce qu'il y a un lien entre la création d'innovation sociale et la résilience des communautés? Très bonne question. Je crois que oui, surtout au Brésil. Ma réalité, non? La réalité que j'ai vécue, j'ai vu, on voit que les peuples qui ont une résilience, ils produisent des innovations sociales, comme j'ai dit, des rhizomes qui sont là. Et si on observe un peu, moi j'habite à Florianópolis, mais je suis de Bahia. Mon français a un accent do Nordeste do Brasil, si vous voyez bien. Et si on va au semi-árido, que je ne sais pas en français comment dire, c'est la région plus sèche du pays, et j'ai travaillé beaucoup avec ces gens-là pendant les années que j'ai vécu à Bahia, à l'intérieur de Bahia. On va dans ces petites municipalités et on voit un arbre qu'on appelle umbuzeiro. Umbuzeiro, c'est umbu, c'est un fruit du semi-árido, de la région sèche du Brésil, qui est très doux, et on fait un jus incroyable avec ça. Et l'arbre, c'est énorme et très, très joli. Mais le sol qui l'umbuzeiro naît, c'est un sol très aride, très aride. Et normalement, les gens qui ont un umbuzeiro, cet arbre, ils sont très, très, très pauvres. Ils habitent dans des maisons qui n'ont pas de structures, qui sont faites de l'argile, etc. Mais quand tu vois ces gens-là, elles te donnent toujours un sac avec des umbus pour que tu puisses apporter à sa maison. Et ça nous remet à cette résilience, à cette force que la pauvreté et que les gens
qui sont dans ces espaces, elles ont. Et je trouve qu'on ne travaille pas ces questions dans l'innovation. Et je me rappelle d'une phrase de Benoît Lévesque, qui, quand j'étais au Québec et je travaillais avec Benoît, qui c'est quelqu'un que j'admire profondément, qui m'a beaucoup enseigné. Il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, c'est très facile de faire l'innovation dans la richesse. C'est très facile de faire l'innovation avec beaucoup de ressources. Mais l'innovation sociale, c'est quelque chose de faire des choses avec du rien, avec rien. Et là, ça me marquait beaucoup parce que c'est un peu ça. Et même dans une ville comme Florianópolis, qui est très riche, je vous avoue que quand je regarde ces processus, comme je parlais de l'agriculture urbaine, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de richesse économique. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Donc, c'est ça un peu que je pense qu'on doit explorer plus dans nos recherches au sud pour valoriser ces ressources qui sont là, mais qui ne sont pas explorées. Parce qu'on est toujours dans la part qui n'est pas comme remplie du verre, non? Donc, il faut regarder aussi. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté, d'accord? Ce n'est pas ça du tout, hein? Mais c'est de penser à ces qualités, à ces compétences, à ces possibilités et qui aujourd'hui sont très fortes. À ce moment-là qu'on est, je vous dis, nous sommes dans l'épicentre de la pandémie. Nous sommes dans une situation épouvantable. Je ne vais pas parler de ça, mais c'est incroyable qu'est-ce qu'on vit. Mais on sent que ça renforce beaucoup notre résistance. Et moi, je trouve que ça va donner quelque chose de très... ça va... S'il y a un espoir de changement, ça vient de ça. Donc, pour ça que je trouve la question de la résilience, la résistance et l'innovation sociale, c'est quelque chose de très important de miser, d'exploiter. Merci Carolina. Avant de passer à une autre question, que c'est ma question que je ne vais pas rater. Et André te dit muito obrigado, Carolina, gosto do exemple que você apresentou. Et sinon, moi, je vais te poser une question sur l'outil, parce que vous avez construit l'outil, c'est un observatoire, en fait, l'observatoire sur les innovations sociales, qui est une initiative novatrice et encore là dans la construction de la démocratie, dans la pratique, de mettre en lien plusieurs acteurs de l'innovation sociale. Et vous avez fait pour cela un travail très important d'enregistrer plus de 300 initiatives. Là, je me pose une question, c'est méthodologique sur l'outil et comment, dans la pratique, vous avez défini, vous avez opérationnalisé l'innovation sociale pour identifier les initiatives, pour cibler les initiatives et comment vous avez fait avec ces initiatives plutôt individuelles qui sont issues plutôt de l'entrepreneuriat social, mais qui se revendiquent aussi comme innovation sociale. Comment vous avez fait? Est-ce qu'ils font partie de cet écosystème d'innovation sociale que vous étudiez? Très bien, Sonia. Une chose importante qui c'est notre point de départ, c'est que nous ne faisons pas la certification de l'innovation sociale. Donc, ce n'est pas à nous de dire ça c'est innovation sociale, ça c'est pas innovation sociale. Ce n'est pas à nous de dire ça. On part du principe que l'innovation sociale, c'est une question, c'est un problème à investiguer, à rechercher. Donc, on ne part pas de l'idée que toutes les choses qui sont là produisent innovation sociale. Mais on part de l'idée que toutes les choses qui sont là, toutes les initiatives qui sont là, elles se proposent à promouvoir l'innovation sociale. Pourquoi? Parce qu'elles essayent de répondre à un problème public. Donc, tout commence du problème. Tout commence à partir, comme je dis, de l'engagement, de la mobilisation auprès des problèmes publics. Donc, on regarde les problèmes de la ville, les questions de la ville, et on regarde les gens
qui sont en train d'essayer de répondre à ces problèmes. Et pour nous, tout ça sont des initiatives qu'on dit qui promouvent l'innovation sociale, qui visent à promouvoir l'innovation sociale. L'autre question, c'est, ces innovations sociales sont en fait produites? Ça, c'est une question à regarder. Et pour ça, il faut bien sûr avoir la pluralité. C'est pour ça que la cartographie, c'est important, parce qu'on doit avoir cette pluralité. Quels sont ces acteurs? Comment ils sont? Et comme l'ingénierie, la gouvernance de ces initiatives, il y a des initiatives qui sont plus formelles, qui sont des organisations, il y a des initiatives qui sont des mouvements sociaux, il y a des initiatives qui sont individuelles, il y a des initiatives qui sont des collectifs, des groupes, enfin, des initiatives qui viennent des entreprises, il y a des initiatives qui viennent du gouvernement. Donc, il y a toute cette pluralité qui est là. Et quel est notre travail? Pas seulement de regarder les réseaux, parce que ça, c'est la vision structurelle, n'est-ce pas? Comment ces relations se donnent, les acteurs, etc. Mais comment ça se passe en fait dans la réalité et quelles conséquences, comme dit Dewey, ça fait la différence. Et là, pour dire si c'est innovation ou pas, on doit miser sur les conséquences, sur les effets. Et pour faire ça, il faut voir les expériences. C'est pas possible de faire ça en regardant une photographie. Tu vas voir la photographie et c'est beau, la photographie c'est très joli. Mais la question c'est, dans ces photographies, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut acompanner les expériences, faire un suivi des expériences dans le long terme. C'est pour ça qu'on fait l'ethnographie, comme on dit, l'ethnographie des arènes publiques. Je n'ai pas parlé de ça en détail dans mon présentation, mais si vous voulez, nous avons un article qu'on vient de publier, moi, Thiago Magalhães, qui a fait son sanduíche, doutorat sanduíche à Lucan, avec professeur Annie, et à travers avec Sonia aussi. Et dans cet article, on aborde la méthodologie d'ethnographie d'arène publique. Ça veut dire quoi? Comment on peut faire le suivi de ces processus, de ces interactions dans les arènes publiques et comprendre les conséquences produites. Produites à quel niveau? Produites par rapport au problème et à la politique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous ces mouvements par les changements dans la politique publique. C'est pour ça que nous sommes très intéressés avec ces rapports avec l'action publique, parce qu'on mise sur les conséquences publiques de la question. Une première chose. Et l'autre chose, sur les gens affectés par les problèmes. Donc, ça change la vie vraiment des gens. Les gens s'engagent effectivement dans la résolution des problèmes. Comment ils font des dénonciations, comment ils font, parce que ça, c'est la question de la démocratie, non, l'expérimentation démocratique. Parce que la question d'expérimentation, elle est liée à la conséquence, à l'innovation, à la créativité, comme on a dit. Mais ce n'est pas seulement ça, il faut penser ça aussi, cela est approprié par qui? L'innovation, par qui et pourquoi? C'est ça. Donc, ces deux questions-là sont très importantes pour nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as répondu. C'est une discussion, je pense, qu'on peut continuer longtemps. Et Carolina, c'était un plaisir d'animer cette discussion. Le temps a passé tellement vite. On est déjà presque 9h15, donc le temps termine. Mais c'est extrêmement riche de t'entendre sur cette démocratie dans la pratique. Et démocratie dans la pratique, et comment les innovations sociales sont bâties, sont construites à partir de la base. De ce qui est, ça c'est intéressant dans ton texte, dans ton vidéo, à partir de ces laboratoires vivants. Ça, j'aime beaucoup les innovations enracinées et des expérimentations et des innovations qui existent et qui permettent d'aller plus loin. Et on a peut-être une minute ou quelques secondes pour un dernier mot, si tu veux nous dire un dernier mot avant de finir. Non seulement remercier à toi, Sonia, pour la conduction excellente de ces moments très agréables qui passent très vite.
Je m'excuse pour les Français. Quelquefois, j'ai des difficultés de parler parce que les mots sont pas... Je pratique pas beaucoup mon français, mais je pense que vous avez compris. Et c'était un grand plaisir. Je suis à disposition pour les dialogues pendant les colloques et après. Et si vous voulez regarder aussi les publications que j'ai mentionnées, et les rapports d'activités de l'Observatoire, etc., tout ça, c'est sur notre plateforme. Il y a là une page Qui sommes-nous et on a toutes nos publications. Vous pouvez rentrer et voir. Et c'est ça. Donc, j'espère vous voir dans les plateformes aujourd'hui, dans les corridors de la plateforme. Dans les couloirs. Couloir de la plateforme. Au revoir, merci beaucoup. Et merci Carolina encore. Les colloques commencent super bien avec cette conférence. Je suis vraiment contente. Pour vous, participants, participantes, je vous rappelle que la plateforme conférence sera ouverte jusqu'au 30 avril et vous pouvez revoir cet atelier sous le bouton vidéo sur demande. Je vous remercie beaucoup. Obrigado, c'était vraiment un plaisir d'être ici. Je vous souhaite un super colloque et je vous invite à continuer à participer à nos activités. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Ah, et quelque chose d'important, Annie nous dit, je profite de l'occasion pour informer que l'école est maintenant ouverte. Donc, les kiosques et les présentations par affiche sont disponibles. À visiter dans les lobbies. Bye, bon colloque.